Bonjour, bienvenue à tous. Je m'appelle Alexandra Ben Saïd, je suis journaliste à France Inter et j'ai vraiment le plaisir de modérer ce dialogue autour d'un thème qui est l'économie du crime. On a 1 heure devant nous. Je vous fais un petit mot d'introduction avec des chiffres qui, moi, me frappent en tant que journaliste. Je vous présente nos intervenants et ils démarrent. Et si vous êtes d'accord, à la fin, on se réserve un temps pour que vous puissiez poser vos questions. Ces questions, je les prendrai par grappe et puis les intervenants y répondront. Alors, l'économie du crime, un thème qui semble pertinent, en effet, quand on réfléchit au thème général de ces rendez-vous, les vivants et les morts. L'économie du crime, elle occupe les vivants. Par exemple, le 11 septembre, en Colombie, record de culture de coca et de production de cocaïne en 2022. Ça fait quand même beaucoup d'argent, beaucoup d'emplois. Encore une dépêche, à Bagdad, le 24 juillet, saisie d'1 million de comprimés de Captagon dans la capitale irakienne. Pour ceux qui ne sont pas familiers des amphétamines, on a un spécialiste avec nous. On ne dirait pas comme ça, mais... Le 18 juillet, 7 tonnes de cocaïne saisies dans un conteneur de bananes à Anvers. Ça se rapproche. Bref, je vous l'ai dit, beaucoup d'argent, beaucoup d'emplois. Ça occupe les vivants, ça fait aussi des morts, et ça, on le sait... aux infos. Les états de droit sont sous la pression de ce crime organisé. À Marseille, chez moi, de janvier à août de cette année, 42 personnes ont été tuées, 109 blessés dans des homicides ou tentatives d'homicide en lien avec la guerre de territoire. On a une spécialiste de la question du territoire et du crime. C'est elle. Cette guerre de territoire que se livrent les trafiquants de drogue. Le mois dernier, en Belgique, le procureur général de Bruxelles a averti: la démocratie belge est tellement déstabilisée par les organisations criminelles et leur violence que bientôt la Belgique pourrait être qualifiée, selon lui, de narco-État. Je m'arrête là. Je vous présente ceux qui vont faire ce dialogue face à vous. Clotilde Champérage, bonjour. Vous êtes maître de conférence en économie au CNAM, au pôle sécurité, défense, renseignement. Vous êtes ce que nous, les journalistes, on appelle une spécialiste des mafias. Plus facilement. Hein. Et votre dernier ouvrage s'intitule « Géopolitique des mafias entre expansion économique et conquête territoriale ». C'est aux éditions Le Cavalier Bleu. Et je salue Jean-Pierre Filiu. Vous êtes ce que nous, on appelle un spécialiste du Moyen-Orient. Professeur des universités à Sciences Po Paris. Votre dernier ouvrage, vous êtes historien, nous fait remonter de l'Antiquité jusqu'à nos jours pour parler du stupéfiant Moyen-Orient, une histoire de drogue, de pouvoir et de société. C'est publié au Seuil. Et je vous conseille la chronique de Jean-Pierre Filiu dans Le Monde, dimanche, lundi. Et oui, dimanche. Publié le dimanche à 7h. Voilà, pour ceux qui ont la matinale sur leur app. Écoutez, on va commencer, si vous êtes d'accord, par la photographie de l'économie du crime, ce qu'elle pèse. Et je me tourne vers Clotilde Champérage. Alors, ce que pèse l'économie du crime, on ne le sait pas, en réalité. On est dans l'ignorance totale, parce que par définition, une grande partie de cette économie a vocation à être cachée, mais aussi parce qu'on ne cherche pas forcément totalement à savoir l'étendue de l'économie criminelle. Et là, je voudrais faire une parenthèse sur ce qu'on doit mettre dans économie criminelle. En général, on va penser trafic de stupéfiants. C'est vrai que c'est une part énorme de l'économie illégale, mais il y a beaucoup de marchés illégaux qui gravitent aussi autour de ces questions criminelles. La traite des êtres humains, le trafic d'armes, le trafic de déchets, toute la criminalité environnementale. On a plein de petits trafics, le trafic de métaux, le trafic de matières rares ou de matières premières. Donc, il y a la dimension strictement illégale. Vous avez des prohibitions qui pèsent sur certaines marchandises qui n'ont pas le droit d'être produites, commercialisées, transportées. Mais on a aussi la criminalité qui se manifeste dans la sphère légale, ce qu'on appelle typiquement la criminalité en col blanc, qui pèse aussi énormément dans nos économies. Et puis, quelque chose dont je suis la spécialiste, c'est l'infiltration criminelle dans l'économie légale, c'est-à-dire la présence d'agents criminels, d'organisations criminelles dans l'économie légale, pas seulement dans un but de blanchiment de l'argent sale, mais aussi pour posséder des entreprises dans le secteur légal et exercer une capacité de conditionnement sur nos économies, sur nos sociétés et même sur la sphère politique, puisque les marchés publics vont être une cible très importante pour les mafias en particulier. Jean-Pierre Filiu, si je vous demande ce que pèse l'économie du crime au Moyen-Orient, aujourd'hui et peut-être
depuis l'Antiquité. Oui, enfin, on va se contenter d'aujourd'hui. Moi, j'ai écrit il y a 5 ans un livre qui s'appelait « Généraux, gangsters et djihadistes ». Il faut savoir que la plupart des régimes autocratiques du Moyen-Orient ont un fonctionnement de type mafieux. Donc là, on n'a pas besoin d'infiltration, c'est les mafieux qui sont au pouvoir. Et il ne faut pas croire que c'est limité au Moyen-Orient. J'avais fait un parallèle entre Vladimir Assad et Bachar Poutine. Et pendant trop longtemps, on a cru que le maître du Kremlin était un dirigeant européen, alors que c'était un autocrate oriental avec le fonctionnement mafieux. Il faut savoir que il y a des points communs, culture du renseignement, le fait qu'ils sont tous les deux héritiers, Poutine de Yeltsin, Bachar de son papa Hafez, mais fondamentalement, il y a le fonctionnement mafieux. C'est-à-dire qu'on est face à des gangs en équilibre instable, et l'autocrate est celui qui gère la répartition des prébendes. Voilà, on ne peut pas comprendre Prigojine et sa fin explosive, excusez-moi, avec aujourd'hui Poutine qui dit oui, mais en gros ils sniffaient de la coke, ils ont joué avec des grenades. Waouh. Là, on est vraiment dans du mauvais Tarantino. Et c'est un président qui dit ça. Et donc, la répartition des gangs, la captation par les oligarques, la constitution des réseaux, c'est fondamental. Alors, je pense qu'on parlera après des stupéfiants plus précisément, mais au-delà des stupéfiants, il y a les grands trafics dont vivent ces régimes et qui nous concernent directement, c'est les trafics d'êtres humains. Il faut savoir que Kadhafi, en son temps, Kadhafi pour lequel il y a une étrange nostalgie aujourd'hui, calibrait très exactement les flux de migrants à destination de l'Italie en fonction de ce que lui donnait ou ce que ne lui donnait pas Berlusconi. Donc, et aujourd'hui, au lieu d'avoir Kadhafi, on a les différents seigneurs de la guerre, à commencer par son émule Khalifa Haftar à Benghazi, qui font la même chose. Et donc, on se retrouve dans la situation éminemment paradoxale, mais on n'est pas les seuls. Ma chronique de ce matin dans Le Monde montre que les pétromonarchies sont dans ce même rapport avec Bachar el-Assad pour les amphétamines, où on traite avec les mafieux pour qu'ils arrêtent de faire du mafieux. Vous imaginez comme on pourra espérer du succès dans cette voie. Avant que vous reposiez le micro, peut-être qu'il faut nous faire la photo tout de suite de ce que le Moyen-Orient, parce qu'on pense toujours narco-État, on pense Colombie, je l'ai cité dans... mais c'est des petits bras, ça. Mais racontez-nous ce qu'on fait au Moyen-Orient, et puis... Non, c'est des petits bras. La Colombie, au grand moment des cartels de Medellín, c'est quoi, 6%, 7% du PIB en cocaïne. L'Afghanistan sous protectorat américain, je ne parle pas de l'Afghanistan des méchants talibans, l'Afghanistan sous protectorat américain, on est à 25%, 30% liés à l'opium et à l'héroïne, avec l'Afghanistan qui est le principal producteur d'héroïne mondiale. Et aujourd'hui, en Syrie, la tête tourne parce que Bachar el-Assad a transformé son pays en principal producteur mondial de Captagon, qui est donc une amphétamine extrêmement addictive, parce qu'il a complètement détruit le pays. Il en a expulsé la moitié de la population, une partie, la moitié, le quart donc déplacé à l'intérieur, le quart réfugié à l'extérieur. Donc il a détruit la classe moyenne, parce que la classe moyenne représentait pour lui une menace. C'est exactement la même chose pour Poutine, qui laisse partir sa classe moyenne au début de l'invasion de l'Ukraine, parce que comme ça, il est sûr de ne plus avoir que des inconditionnels dans son pays. Et donc aujourd'hui, on sait juste que c'est des milliards. À ce niveau-là, dollars ou euros, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais faut savoir que dans toute l'économie du stupéfiant, et je parle sous le contrôle de ma distinguée collègue, les saisies sont généralement de bonnes indications de ce qui n'est pas saisi.
Hein, donc, c'est pour ça que les communiqués de victoire sur les saisies, faut prendre avec vraiment des pincettes. Parce que et la dernière saisie dans le Golfe est d'un montant d'1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars à Dubaï, ça correspondait à 2 milliards de dollars sur le marché saoudien. Alors évidemment, tout le monde dit youpi, sauf que les Golfiens ne disent pas que ça vient de Syrie, parce que comme ils viennent de se réconcilier avec Assad, ils auraient l'air un peu, on va dire un peu ce que vous voulez, hein, vous choisissez le qualificatif, mais surtout, il faut quand même imaginer ce qui est passé pendant qu'on saisissait ça. Voilà. Ne surtout pas croire que la saisie a épuisé le marché. Donc, sans doute, la majorité du PIB syrien et peut-être des proportions encore plus folles. Clotilde Champérache, je vais vous demander évidemment, là Jean-Pierre Fillu nous a fait la photo au Moyen-Orient de ce qui est produit. J'aimerais bien que vous nous aidiez à faire la photo de ce qui arrive en France, en Europe. Mais d'abord, parce que Jean-Pierre Fillu a parlé de comportement mafieux au Moyen-Orient, alors vous avez énormément travaillé sur la définition de la mafia. Est-ce que vous êtes d'accord finalement pour que Jean-Pierre Fillu, j'ai l'impression que non, emploie ce terme? Alors, moi, je pense que nommer les choses, c'est extrêmement important. Et comme je disais qu'il y avait une extrême variété dans l'économie du crime, il y a une extrême variété dans les acteurs du crime. Et les nommer précisément, c'est aussi trouver les bons outils pour les combattre, cibler la répression à hauteur de qui on a en face de soi. On parlera peut-être de la mocromafia tout à l'heure. La mocromafia, c'est petit. C'est une petite organisation criminelle. Au sommet, il y a les mafias. Et c'est vrai qu'on dit beaucoup le terme mafia pour généraliser, pour globaliser. Quand on est face à une mafia au sens réel du terme, on est face à un acteur très, très spécifique. Fort heureusement, dans le monde, il y a très peu de mafias au sens réel du terme. Par contre, la méthode mafieuse se diffuse énormément. Parce que, là aussi, on y reviendra, je pense, il y a beaucoup de coopération criminelle, contrairement aussi à l'image qu'on peut avoir de la violence, ils se tirent dans les pattes et c'est le monopole qui s'instaure. Non, on n'est pas dans ce monde-là. Donc vous avez des petits qui travaillent avec les gros et qui aimeraient de grenouilles devenir bœuf et qui vont s'inspirer de cette méthode. Quand on parle de mafia, je reprendrai l'article 416 bis du Code pénal italien, parce qu'il vous dit des choses très précises sur tout ce que doit être une mafia. La mafia, c'est une organisation criminelle qui s'appuie sur la force du lien associatif. Donc on est dans une forme très structurée d'organisation criminelle. Très structurée, ça ne veut pas dire pyramidale. Ça peut être assez souple, assez réticulaire. Et cette force du lien associatif, elle produit de l'assujettissement et de l'omerta. Assujettissement et omerta au sein de l'organisation criminelle. On obéit aux ordres, on se tait face aux forces de l'ordre, face à la justice, mais aussi assujettissement des non-mafieux sur le territoire contrôlé et omerta des non-mafieux qui, eux aussi, ne témoigneront pas en justice. Et ces organisations criminelles, elles ont des activités délictueuses, évidemment. Elles infiltrent l'économie légale, notamment via les adjudications, les appels d'offres, et elles conditionnent le vote. C'est-à-dire que le mafieux contrôle des voix sur un territoire, offre ses paquets de voix, et en échange, ce que les Italiens appellent le vote d'échange, le politicien qui a accepté le pacte, une fois élu, rend la faveur. Alors les faveurs sont multiples, hein. C'est typiquement les appels d'offres, mais c'est aussi les plans d'urbanisme qui changent, le droit de construire un centre commercial, même au-delà de la capacité de consommation. Actuellement, en Sicile, il y a plus de centres commerciaux que de pouvoir d'achat. C'est aussi de choses très triviales, hein, des places en crèche, en maison de retraite, qui sont intermédiées par le mafieux qui ne les a même pas créées. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces mafieux ne sont pas au pouvoir et ne cherchent pas à l'être, parce qu'ils jouent aussi sur un discours qui pointe sur les défaillances de l'État. Ils ont besoin qu'il y ait un État inefficace et de se présenter eux comme alternative. Donc ils vont manipuler des élections, mais ils ne souhaitent pas être élus directement. Alors ça, c'est l'organisation mafieuse au sens réel du terme. En Italie, il y en a 3 qui sont bien connus. Cosa Nostra sicilienne, la Camorra du côté de Naples, même si c'est encore plus large que Naples maintenant, l'Andrangheta calabraise, qui est extrêmement problématique. On peut ajouter à ça 2 petites, la Stida en Sicile, mais qui est vraiment en émergence, la Sacra Corona Unita dans les Pouilles. Et puis à l'étranger, parce que les Italiens disent qu'on peut utiliser ce terme pour des organisations criminelles étrangères, les Yakuza japonais, les triades chinoises sont vraiment dans cette logique-là.
Ça, c'est l'organisation mafieuse. Après, il y a la méthode mafieuse. Et là, le législateur italien met l'accent sur la force du lien associatif et cette capacité de conditionnement qui est reproduite par d'autres acteurs de la sphère illégale, de la sphère criminelle. Jean-Pierre Filiu, si j'entends bien, si j'ai bien compris, dans les mafias italiennes, les criminels ne sont pas au pouvoir. Est-ce que dans ce que vous nous décrivez au Moyen-Orient, les criminels sont au pouvoir, sont eux qui organisent l'économie du crime? Et est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que d'un point de vue historique, cette culture des stupéfiants a toujours existé à cette échelle? Oui, alors que le législateur italien donne une définition de la mafia, c'est tout à fait légitime. Qu'un spécialiste des sociétés moyen-orientales repère des comportements de type mafieux dans ce qui est trop souvent analysé comme des dynamiques politiques, c'est tout aussi légitime. Donc effectivement, l'arrivée au pouvoir des mafias, elle est liée à un processus que moi j'ai qualifié de contre-révolution arabe, qui est le détournement des indépendances et la mise en place de dictatures militaires fondées sur un statut de guerre généralement rhétorique avec Israël, qui permet une militarisation du contrôle social au nom de cette soi-disant guerre, qui permet de traiter la population de cette façon. Et effectivement, ce que vous indiquiez sur la solidarité, c'est très important. Il y a des solidarités de type mafieux dans les différents clans qui s'affrontent pour le pouvoir. Et trop souvent, l'analyse, l'historiographie du Moyen-Orient contemporain a fait la part belle soit au vrai conflit israélo-arabe, soit au soi-disant conflit idéologique entre les différentes factions, alors que ces factions, elles s'affrontaient pour des ressources qui, elles, étaient très concrètes et avec vraiment un côté impitoyable. Et on l'a vu au moment de ce qu'on a pu appeler les printemps arabes, que moi je préférais décrire comme soulèvement démocratique, où dans tous ces pays, à un moment ou à un autre, des gangs criminels ont été mobilisés par la police, par la sécurité d'État, par la police politique, pour fracasser la contestation. Je constate que ça a été exactement la même chose en Ukraine, sur la place de Maïdan, où, quand le pouvoir pro-russe était aux abois, il a lâché les criminels contre les manifestants pro-européens. Donc on a cette interpénétration. Et dans le cas presque chimiquement pur, c'est le cas de le dire, du régime Assad, on a un fonctionnement de type mafieux, donc aujourd'hui avec plus de la moitié du PIB sans doute. Un jour, on aura peut-être les chiffres exacts dans le narcotrafic. Mais alors là, vraiment des solidarités locales qui, anthropologiquement, correspondent tout à fait à ce qu'on voit dans la Sicile mafieuse. Quand on me faisait des grandes tirades sur Hafez el-Assad, le Bismarck arabe, dixit Kissinger, le nouveau Saladin, dixit Jimmy Carter, je dis mais c'est pas du tout ça, c'est le parrain 1 et c'est le parrain 2. Et Al Pacino, comme Bachar el-Assad, il voulait pas hériter de son père. Il allait faire des études en Angleterre, il a rencontré sa Diane Keaton à Londres, mais il a été happé par la dynamique mafieuse, et comme Al Pacino dans Le Parrain 2, il est beaucoup plus criminel que son père. Il tue beaucoup plus. Parce que comme il veut pas du trône, il veut pas de la succession, et qu'on lui impose la succession à cause du mode de fonctionnement mafieux, il n'a pas le choix. Il est l'héritier désigné parce qu'il doit protéger la famille, le clan au Moyen-Orient. Et donc, on a vraiment ce parallèle qui peut être fait de manière limpide. Clotilde Champérache, il y a une idée reçue qu'il faut combattre, c'est en effet qu'il y aurait de la concurrence. Vous avez dit
il faut faire très attention quand on nomme les choses. Il n'y a pas une mafia, il n'y a pas une pieuvre globale qui partirait d'une zone de production et qui, en gros, ferait de la distribution. Il y a plutôt, comme ça Jean-Pierre Fillu décrit aussi au Moyen-Orient, une collaboration, et même de façon assez pacifique. Ça peut, ça peut être comme ça. Tout à fait. Du commerce, du marché. Alors, des échanges de services. Chez les économistes, il y a une référence, c'est Schelling, qui écrit en 1967 un article sur les marchés illégaux et qui va rester un peu une pierre angulaire pour les économistes. Et ce qu'il dit, alors, il le dit de façon plus subtile, mais après la transmission se fait de façon un peu plus caricaturale. Il va globalement associer les marchés illégaux à la violence et au monopole. Expliquer un marché illégal, c'est un marché de monopole, hein, ce qui permet l'enrichissement des organisations criminelles parce qu'il y a un surprofit qui se dégage. Et depuis, c'est resté une référence absolue, alors que la réalité empirique, elle est totalement différente, y compris dans le marché qui parfois s'est le plus approché d'une forme concentrée, le marché des stupéfiants. À l'heure actuelle, aucune organisation criminelle n'est capable de gérer de A à Z, par exemple, le trafic de cocaïne. Vous avez les producteurs de la matière base, vous avez les négociateurs de gros, et ensuite vous avez les distributeurs qui acheminent vers les pays de consommation, et puis les dealers qui vont approvisionner le consommateur final. Et toutes ces organisations criminelles qui coopèrent, elles le font de façon le moins violent possible. Alors nous, on voit, parce que c'est aussi relayé par la sphère médiatique, parce que la perception du crime parfois pèse plus que la réalité du crime, et parce que y a une émotion aussi qui est normale face au règlement de compte, surtout quand les victimes sont les victimes dites collatérales. Mais ça ne doit pas cacher qu'au niveau de l'import de gros, on n'a pas vraiment de règlement de compte. On est dans les affaires, la poursuite des affaires. On a intérêt à ce que ça ne fasse pas de vagues, de ne pas attirer la répression. Donc, ceux qu'on voit s'entretuer, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont les petits, c'est les distributeurs qui doivent contrôler un territoire. Parfois même, la répression par les forces de l'ordre va favoriser cette violence, parce que quand on démantèle un point de deal, il y a un appel d'air. Quelqu'un d'autre va vouloir s'emparer de ce point de deal, et c'est ça qui peut engendrer des dynamiques de violence, mais qui ne sont pas ce que les criminels recherchent en premier. Et si on en revient aux acteurs mafias, les mafieux, ça fait longtemps qu'ils sont passés à une logique de violence extrêmement raisonnée, rationalisée, qu'ils vont limiter à des moments un peu de fibrillation ou des moments où il y a un début de résistance qui s'organise. On fait rentrer dans l'ordre les choses, et ça rejoint les conditions d'assujettissement. Et en plus, il y a une bascule de plus en plus vers de la complicité active. Ça aussi, je pense qu'on y reviendra. Et il n'y a plus besoin d'exercer la violence. La menace de la violence peut suffire. La réputation, les effets de réputation des grandes organisations criminelles sont tels qu'on coopère. Et pour revenir sur un dernier élément sur cette coopération, il n'y a pas longtemps, les forces de l'ordre de différents pays, notamment grâce à la gendarmerie nationale française, ont réussi à décrypter, à intercepter des messages cryptés. C'est l'affaire Sky-ICC. Et ce qu'on voit, encore une fois, c'est ces criminels de groupes différents qui s'envoient des messages, qui passent commande, qui sous-traitent pour un tueur à gages, qui font du portage pour acheminer la drogue, c'est-à-dire qu'ils se regroupent pour acheminer massivement la drogue, qu'ensuite ils vont se répartir pour l'acheminer, encore une fois, à destination finale. En Syrie, Jean-Pierre Fillu, vous décrivez une coopération qui dépasse les criminels. Vous disiez tout à l'heure que Bachar al-Assad n'avait pas voulu cet héritage, mais finalement il l'assumait très bien, il le développait. C'est l'armée syrienne, et ça je voudrais que vous le racontiez, qui est chargée de la sécurité de cette drogue appelée le Captagon. Oui, alors, mais là encore, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais sauf que le fils est bien pire que le père. Du temps de Hafez el-Assad, il parrainait au Liban, vu que l'armée syrienne a occupé le Liban de 1976 à 2005, dans la plaine orientale de la Bekaa. À la fois la production et le trafic de hashish, mais c'était pas ça qui rapportait le plus, mais surtout l'héroïne. C'était la Sicilian Connection qui avait remplacé la French Connection, qui elle était liée
au laboratoire français et à une héroïne qui pouvait venir du Liban, mais surtout de Turquie, à l'attention des États-Unis. Donc là, on a tout ce que vous décriviez, effectivement, des coopérations, la mafia italienne, le marché américain, mais les chimistes racontaient, voilà, quand lors des procès, ils étaient interrogés, mais comment vous communiquiez avec l'organisation mère, hein, les chimistes italiens ou les chimistes français du temps de la French Connection. Ils disaient, mais c'est les militaires syriens qui nous donnaient leur téléphone, leur moyen de transmission. Hein. Donc c'était complètement... Mais là, on était dans quelque chose d'assez voilà, d'assez rudimentaire. C'est-à-dire, on prélève une dîme sur un trafic qui est couvert par l'État syrien. L'État syrien s'est arrangé pour que cette production se réalise sur l'espace libanais, donc qu'il ne soit pas directement responsable. Là, avec Bachar al-Assad, on a abandonné toute pudeur. D'ailleurs, mettez-vous à sa place. Le type est quand même responsable de la mort de centaines de milliers de personnes, de l'expulsion de millions de personnes. Il a gazé une partie de sa capitale. Bon, je peux faire la liste longtemps. Il lui est jamais rien arrivé. Hein. Au contraire, maintenant, tous les soi-disant réalistes disent ah oui, quand même, il faut prendre en compte le rapport de force. Après tout, il est là pour rester. Il faudrait normaliser avec lui. Voilà. Les derniers qu'on normalisé, c'est donc les pétromonarchies qui sont littéralement rétribuées en millions, que disent en millions, en dizaines de millions de capsules de Captagon qui arrivent chez eux. Alors, je constate que Bachar al-Assad, lui, il est allé plus loin par rapport au processus que vous décriviez, ce qui prouve que parfois être à la tête d'un régime à prétention d'État, ben, ça aide, vu que toute la filière de la production jusqu'au trafic, il la gère. C'est uniquement dans la phase ultime que ça lui échappe. Hein, et comment il a fait ça? Il a fait ça parce que d'abord, il a ruiné son pays, mais dans un pays qui avait énormément de potentialités, de ressources. C'est un crève-cœur absolu. Et entre autres, il y avait une bonne industrie pharmaceutique de base. Hein. Donc, il y avait des bons chimistes. Donc, à partir du moment où vous avez des bons chimistes, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin d'une sécurité pour protéger les convois et vous avez besoin d'un marché solvable. Le marché solvable, c'est l'Arabie. Et c'est le Golfe en général. Pourquoi? Parce que l'alcool, il n'y a que les très riches qui peuvent se l'offrir, soit du fait des accès à la contrebande, soit parce que c'est tout simplement très cher. Hein. Donc il y a une dimension économique, et vous avez une classe moyenne qui est en expansion, qui, elle, a besoin de divertissement. Hein. Or, le Captagon, cette amphétamine que je ne vous conseille pas d'essayer, parce que c'est extrêmement addictif, eh bien, le Captagon permet de produire une forme d'excitation de type amphétamine où vous vous sentez très très bien socialement. Et en plus, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de signe extérieur, donc c'est socialement acceptable. Si vous rajoutez à ça le fait que dans les salons de beauté, on en fait la pub pour les dames en disant que ça a des propriétés anorexiques, enfin on ne dit pas ça, on dit « Ya chérie, c'est merveilleux, tu vas amincir ». Voilà. Et donc on prend du Captagon. Donc ça se répand vraiment comme une... Donc il a son marché. Donc ce qu'il faut, c'est que ça arrive au marché. Donc là, il a l'armée syrienne. Et ça tombe bien, parce que c'est son frère. Maher el-Assad, qui dirige la garde présidentielle, qui dirige la seule unité encore fonctionnelle de l'armée syrienne au bout de 15 années d'horreur. Et donc, ce sont les convois qui protègent les ateliers, qui escortent les trafiquants. Et après, ben, soit on fait passer ça par la mer depuis le Liban, soit on fait passer ça par la terre depuis la Jordanie, soit on fait des trucs triangulaires compliqués via Roissy, via la Malaisie ou que sais-je. Mais c'est vraiment contrôlé par l'armée de bout en bout. À ce niveau-là, quand on vous écoute tous les deux, on se dit, mais quand même, il y a donc des marchés, il y a donc des producteurs, des marchés, et ça pose j'imagine même en Syrie, mais chez les Iraniens, je crois que vous dites que c'est un pays maintenant qui compte 6 millions de toxicomanes, c'est énorme. Et chez nous, Clotilde Champérache, en effet, c'est le petit bout de la lorgnette, mais ça crée de la violence quand même qui déstabilise. On se dit, mais que font les voisins, que ce soit les voisins du Moyen-Orient, que font les marchés de réception, que sont les Européens? Quelle est leur réaction? Est-ce que vous la jugez ambivalente? Alors, notamment pour le trafic de stupéfiants de cocaïne, puisque c'est beaucoup de lui dont on parle, mais qui est... C'est vrai qu'on se focalise
pardon, oui, c'est vrai qu'on se focalise... mais qui est couplé à celui de cannabis, hein, parce qu'on a des organisations criminelles qui sont dans la diversification. Parfois, c'est une porte d'entrée, le cannabis, hein, la Mocromafia, Belgique, Pays-Bas, et puis un petit peu en France. Dites-nous juste Mocromafia, parce que depuis tout à l'heure... Hein, c'est ce qui a défrayé la chronique aux Pays-Bas et en Belgique, avec des menaces faites au ministre de la Justice belge, à la princesse héritière aux Pays-Bas. Mocromafia, c'est un terme journalistique. Hein, c'est pas du tout ce que les criminels revendiquaient comme appellation. Mocro, c'est pour faire référence à l'origine marocaine des premiers membres de ces organisations-là, même si aujourd'hui elles sont très diversifiées. Hein. Il y a des Marocains, des Néerlandais, des gens du Suriname. Enfin, ça s'est globalisé. Et ça n'est pas du tout une mafia parce que c'est très spécialisé dans une seule activité. Les mafias sont multitâches. Donc, ils sont spécialisés. Ils sont rentrés dans le cannabis avec la législation spécifique des Pays-Bas et une erreur de diagnostic, hein, justement, des Pays-Bas qui se disaient que les coffee shops seraient approvisionnés par des productions individuelles de planteurs locaux qui viendraient écouler des petites quantités. Sauf que non, il y a des gangs qui se sont constitués pour importer du cannabis en provenance du Maroc principalement. Et ensuite, en contact de criminels autres, ils ont diversifié, ils sont rentrés dans le trafic de cocaïne, mais à bas étage. Mais pour que la cocaïne entre sur le territoire européen, la porte d'entrée majeure, c'est les ports. Donc l'activité portuaire est extrêmement problématique, avec un arbitrage qui est fait en permanence entre l'efficience économique, mobilité des marchandises, il faut que ça aille vite, et sécurité. Est-ce qu'on contrôle ces marchandises qui rentrent? À l'heure actuelle, dans les ports européens, il y a environ 2% des marchandises qui sont contrôlées. C'est un choix économique, mais aussi un choix politique. Le port de Rotterdam va vous dire, puisque c'est un qui a été largement pointé du doigt, va vous dire, nous, notre activité, c'est 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, un container pris en charge toutes les 6 secondes. L'activité portuaire dans le monde, elle n'est pas du tout dans une logique de répartition de l'activité économique pour des raisons de gestion au mieux de la diversité des territoires et de ne pas créer de pôles trop forts. Au contraire, on est dans une polarisation extrême, une compétition énorme entre les ports. C'est des guerres que les ports se livrent entre eux pour capter un maximum de marchandises, d'où des infrastructures délirantes. Vous pouvez aller regarder sur Internet, vous avez des vidéos qui sont tournées dans ces ports. C'est la course au gigantisme. Et plus vous êtes dans le gigantisme, moins vont contrôler les choses, avec, encore une fois, cette ambivalence, puisque dans le rapport d'activité de l'autorité portuaire de Rotterdam de 2021, on vous dit, alors je n'ai pas le terme exact, mais on vous dit, oui, la question des drogues a largement défrayé la chronique dans le pays. Il y a quand même eu un journaliste assassiné, un avocat, c'est un témoin de justice, un collaborateur de justice, pardon. Et c'est vrai que cette drogue passe notamment par le port de Rotterdam. Ceci étant, ça nous pose problème, mais ce n'est pas de notre ressort de gérer la question criminelle. Donc si ce n'est pas l'autorité portuaire de Rotterdam qui gère ce qui passe dans les conteneurs du port, on se demande qui doit être à la manœuvre. Jean-Pierre Filus, c'est un peu la même question, c'est-à-dire que les États voisins, ceux qui reçoivent ce qui arrive du pavot là, d'Afghanistan, les États voisins de la Syrie, ils ont quand même aussi, il y a des autorités islamiques normalement, il y a des problèmes de santé publique. Comment expliquer qu'il y ait peu de réaction, qu'il y ait peu de répression, ou bien est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas, mais je vais même enfoncer le clou, si je puis utiliser cette métaphore. Il y a eu un moment en Afghanistan où une autorité a décidé que l'opium, c'était illégal du point de vue de la charia. Alors que le débat, moi, ça m'a permis de nourrir mon livre, parce que c'est pas tranché dans l'islam, pour différentes raisons qui n'ont pas besoin d'être développées ici. Cette personne, c'est le Mollah Omar, le chef des talibans. Vu la structure totalitaire du mouvement taliban, ça a été une prohibition terriblement, impitoyablement efficace. Voilà. On l'a renversé l'année d'après.
Donc, et on a eu raison de le renverser, vu qu'il protégeait Osama Ben Laden, qui avait commis les horreurs du 11 septembre 2001 à New York et à Washington. Donc ça veut dire qu'en le renversant, et il est possible d'ailleurs que son renversement, qui a été très rapide, a été dû à la désaffection de la paysannerie afghane contre les talibans qui l'avaient privé des ressources de la culture du pavot. Hein. Ça, c'est un débat, par définition, on ne pourra pas savoir. Hein. Mais ça veut dire que concrètement, ce qui a été présenté comme une libération du totalitarisme taliban a impliqué le retour des seigneurs de la guerre qui avaient tous partis liés au pavot, hein, avec des luttes. Alors là, bon, on n'est pas en Europe, visiblement, ils n'étaient pas encore mis d'accord sur les parts de marché, parce que ça a quand même été très violent. Ça a été, et donc, plus la transition dite démocratique s'est prolongée, plus la production d'opium a augmenté. Hein, et donc, le terme de narco-État pour parler de l'Afghanistan, c'est l'ONU qui l'utilise dès 2009. Hein, et les seuls combats réels, je l'avais documenté pour Le Monde, qu'il y a eu pour, dans le blitzkrieg des talibans pour Kaboul, c'était pour protéger les zones de production d'opium. C'était pas pour la démocratie ou la liberté ou que sais-je. Hein. C'était des turf wars, des guerres de territoire. Hein. Donc voilà. Mais il y avait quelque chose de très simple, hein, c'est que l'héroïne afghane, elle allait en Europe. Donc, pour les États-Unis, leur héroïne, elle arrive du Mexique, voilà. Donc, c'était pas du tout le souci des États-Unis. Hein. Donc, faut aussi comprendre ça. Alors, par rapport aux pays voisins de la Syrie, bon, le Liban, je vous fais pas un dessin, hein, via le Hezbollah, dont on parle beaucoup ce matin pour d'autres raisons, c'est complètement dans la sphère de Bachar al-Assad. Donc, à un moment, les Saoudiens se sont un peu énervés, parce qu'il y avait, ce qui prouve d'ailleurs quand même un sens de l'artisanat assez poussé, il y avait des cargaisons de fruits et légumes qui étaient truffés de captagon, ce qui veut dire que quand même, il y avait des petites mains qui ouvraient une orange, qui sortaient l'orange, qui mettaient un paquet, qui refermaient l'orange. Hein, voilà. Après, on dit que l'artisanat est mort au Moyen-Orient, voilà, hein, qui faisait ça avec des pommes, avec des grenades, les fruits, les grenades. Alors là, les Saoudiens, là, on dit quand même, bon, on suspend les importations agricoles du Liban. Mais sinon, il y a la Jordanie, et la Jordanie paye un prix très lourd à la lutte contre les narcos à la frontière, hein, avec des affrontements, des dizaines de morts, etc. Mais quand on arrive vraiment au cœur, c'est-à-dire au marché, comme officiellement, excusez-moi, on dit ça en arabe, Kulu tamam, tout va très bien, hein, il n'y a pas de problème de santé publique, il n'y a pas de problème de toxicomatie, ça n'existe pas. On est dans le déni total. Le seul pays où il y a une clinique de réhabilitation, c'est le Koweït. Partout ailleurs, il n'y a pas de problème de drogue. Donc, comme il n'y a pas de problème de drogue, voilà, c'est le principe. Voilà. Et il faut quand même savoir qu'en termes de coopération judiciaire, il y avait un certain nombre de, mafieux notoires qui étaient en place à Abu Dhabi. Régulièrement, les polices européennes disaient, mais enfin, quand même... on sait qu'un tel est là, ah ben non. Puis bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les Émirats ont décidé finalement au bout de... Il y avait même eu un sommet à Dubaï pour le mariage d'un de ces types où les différents réseaux avaient été représentés. Et ils ont commencé à livrer par des accords d'extradition, qui à l'Italie, qui à la France. Donc ça prouve qu'à un moment, on peut quand même obtenir les gens à la source, dans les sanctuaires, où il y en avait qui disaient on ne sait pas qui c'est, il avait une quinzaine d'appartements ou de maisons à Dubaï, on ne sait pas qui c'est. Bon, voilà. Et donc maintenant on sait qui c'est, il a été incarcéré en France, tant mieux. Hein. Et donc c'est évident que la coopération internationale fonctionne. Et je reboucle la boucle avec le camarade Poutine, hein, parce qu'on est quand même aujourd'hui avec des Émirats arabes unis qui sont la vraie lessiveuse de l'argent sale russe, le sanctuaire des oligarques. Alors n'investissez pas à Dubaï en ce moment, hein, les oligarques ont fait monter les prix de l'immobilier de 50%. Hein, c'est pas un bon plan. Donc, donc les défauts d'entraide judiciaire internationale, hein, parce que là aussi,
les paradis, ça existe, et ils ne sont pas que fiscaux. Les défauts d'entraide internationale. On est dans ce chapitre-là sur la réaction des États. Clotilde Champérache, à moins que vous vouliez rebondir sur ce que vient de dire Jean-Pierre Filiu, moi je continue aussi avec cette idée, vous avez dit les ports réagissent peu, les autorités portuaires disent c'est pas notre problème. Dans tout ce que vous écrivez, vous montrez aussi que face à cette économie du crime, il pourrait y avoir, il n'y a pas que les États en fait concernés, il peut y avoir aussi des entreprises, donc les ports, les banques. Enfin, il y a une espèce de renoncement dans un intérêt économique bien compris. Il y a des failles, alors qu'on voit mal aussi, parce que notamment chez les économistes, il y a un peu un raisonnement dichotomique. Il y a d'un côté la sphère illégale, de l'autre côté la sphère légale, et puis les deux, il y aurait une frontière bien nette et tout se passerait bien. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est quand le terme crime organisé apparaît pour la première fois, c'est à la fin du 19e siècle à New York, un rapport de la société de New York, qui parle de crime organisé et qui dit ce crime organisé, alors c'est notamment les jeux clandestins, la prostitution, et puis après il y aura le trafic d'alcool avec la prohibition. Et ce crime organisé, il fonctionne parce qu'il a l'appui de personnes de la sphère légale, dans le public, des fonctionnaires, des forces de l'ordre, et dans le secteur privé, des entreprises, des façades. Pour la prohibition, c'est les fameux speakeasy, ces bars qui avaient une activité légale, et puis derrière, il y avait le bar clandestin qui écoulait l'alcool prohibé. Donc il y a effectivement des connexions. Alors la question, c'est de comprendre véritablement ce qui se passe dans la sphère légale, si c'est de la naïveté. Alors chez certains économistes, il y a une naïveté totale, justement parce qu'on est dans ce discours un peu irénique, le marché résout les problèmes, le marché fonctionne de façon efficiente, donc s'il y a un criminel qui, lui, n'est pas compétent, il va être naturellement expulsé. Il y a aussi une dose de cynisme. Vous avez des auteurs en économie qui vous expliquent que le blanchiment d'argent, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut criminaliser, puisque c'est du retour d'argent sale, mais dans la sphère légale. Donc il vaut mieux que ça retourne en entrée dans le circuit. Vous avez aussi d'autres auteurs qui vont vous expliquer que finalement, si on enfreint la loi, c'est parce que c'est efficient et rationnel de le faire, c'est-à-dire que la sanction est relativement trop faible par rapport aux gains que vous espérez tirer de votre activité criminelle. Ça, c'est les travaux notamment de Gary Becker, prix Nobel pour l'économie en 1992, qui vous explique qu'il a modélisé le comportement criminel en termes rationnels, qui vous dit n'importe qui d'entre nous potentiellement est un criminel, dans la mesure où son calcul coût-bénéfice lui dit que c'est l'option rationnelle, enfreindre la loi plutôt que respecter la loi. En tout cas, ce qu'on observe concrètement dans la sphère légale de l'économie, c'est des portes d'entrée du crime qui permettent aux criminels d'infiltrer l'économie légale. Alors là aussi, blanchir l'argent, ça n'est pas si compliqué que ça, grâce à ces paradis fiscaux, grâce aux souverainetés politiques qui font qu'il y a des législations différentes et que, effectivement, la coopération, elle fonctionne, mais elle est insuffisante. Mais il y a aussi beaucoup d'argent sale qui circule sans même être blanchi. D'ailleurs, depuis 2014, dans tous les pays de l'Union européenne, mais c'est un mouvement mondial, on comptabilise dans le PIB le trafic de stupéfiants et la prostitution. Donc ça booste notre croissance économique. Pourquoi on fait ça ? Parce que ça faisait des années qu'on observait que quand on faisait la somme des emplois et la somme des ressources, pour calculer notamment ce fameux PIB, ça ne collait pas. Il y avait un problème. Alors il y a des problèmes parce que le déclaratif n'est jamais totalement parfait. Il y a évidemment des problèmes de comptabilité statistique, mais il y a aussi cette dimension argent sale qui circulait dans l'économie. On consomme plus que ce que nous permettent nos revenus, et c'est pas parce qu'il y a du crédit bancaire, c'est aussi parce qu'il y a de l'argent dont la source n'est pas clairement identifiée. Donc on a choisi, alors les motifs, c'est la comparabilité, nous n'avons pas tous les mêmes législations, donc on va enregistrer tous la même chose. N'empêche que ça veut dire qu'il y a eu un glissement, là aussi, de l'économie par rapport à la morale, à l'éthique. Donc on est dans un discours économique qui prône l'efficience économique comme ratio de tout, y compris du droit. Et on a détruit une tradition économique qui, moi, me paraît fondamentale pour comprendre l'économie, et notamment l'économie du crime. C'est celle qui s'appuie sur ce qu'on appelle le Legal Economic Nexus, qui dit que le droit et l'économie se coproduisent
et que l'économie doit respecter des règles et que l'économie peut aussi faire bouger ces règles, mais qu'on doit intégrer cette dimension-là et qu'il n'y a pas de valeur que économique, il y a aussi des valeurs juridiques à défendre. Et c'est ça qui fait qu'on légifère et qu'on combat la criminalité, qu'on interdit certaines marchandises. Alors, dans 4 minutes, je vous passe la parole si vous voulez. Je suis sûre qu'il va y avoir plein de questions sur l'impunité, sur est-ce qu'on peut en venir à bout. Encore juste une question, comme ça vous aurez tous les éléments en main, parce que quand j'ai préparé la table ronde avec Clotilde Champérache et Jean-Pierre Filuy, ils m'ont dit la même chose. La drogue de synthèse, il faut en parler parce que c'est une vraie bascule dans ce tableau-là. Oui, on l'a quand même évoqué. Hein. Quand j'ai parlé d'Assad père, Assad fils, on est du passage de la drogue de culture, qui est le hashish, ou le pavot qui donne l'opium, qui donne l'héroïne, à la drogue de synthèse, qui, elle, permet complètement de s'autonomiser du paysan, des saisons. Donc on est effectivement dans notre modernité. Mais quand même, parce que là, voilà, un peu d'éthique dans l'économie. Moi, j'adore Elliot Ness. Il faut que je vois un épisode des Incorruptibles chaque semaine, c'est comme ça. Pourtant, je les connais par cœur. Et pourtant, je sais qu'à la fin, lui-même le dit. Si Robert Stack le dit, ça doit être vrai. Le combat, voilà, il a remporté une bataille, mais il sait qu'il perd la guerre. Hein, et je citerai, parce que c'est son contemporain, enfin, au vrai Elliot Ness, pas Robert Stack, mais Henri de Montfred. Henri de Montfred, bon, lui, ça a été un trafiquant de hashish tout à fait confirmé dans les années 30. Hein, et pour faire simple, il expliquait il n'y a pas de trafic sans prohibition. Il n'y a pas de trafic. Donc ça nous ramène à Elliot Ness avec la prohibition de l'alcool. Il n'y a pas de trafic sans prohibition. Il allait très loin parce qu'il disait non seulement la prohibition permet d'avoir un prix qui est attractif pour les trafiquants, mais il dit il n'y a pas de prohibition sans saisie. Il faut des saisies. Hein, je dis ça parce que voilà, on a quand même tendance à croire, et j'ai parlé pour le capitaine, et il dit qu'en Égypte, vu que lui il trafiquait du hashish en Égypte, quand la police n'avait pas assez de saisies, elle allait être dans les rues récupérer des pauvres mendiants en lui disant est-ce que tu préfères mourir de faim contre le mur de la mosquée ou être nourri et blanchi en prison? Mais le gars disait mais Allah, tout de suite. Et donc on avait une saisie. Et les saisies permettent entre autres de réguler, hein, quand les gens n'ont pas l'élégance de coopérer benoîtement entre eux, de réguler le marché entre réseaux concurrents. On fait tomber le réseau qui gêne, le réseau qui monte. Et donc l'annonce des saisies, qui est très souvent présentée comme une victoire dans la lutte contre la drogue, ce qui nous ramène à Elliot Ness et aux Incorruptibles, n'est souvent qu'un épisode d'un cycle désespérément reconductible. Clotilde Champérache. Désespérément reconductible, mais normal aussi. On ne peut pas penser une société sans criminalité. À partir du moment où les sociétés se constituent, elles édictent des règles, et vous aurez toujours quelques individus, alors après, il faut voir quelle proportion d'individus vont contourner ces règles. Donc, vouloir une criminalité zéro, c'est un rêve qui n'a pas de sens. Et si on veut repartir sur une vision positive, l'histoire criminelle, c'est aussi, paradoxalement, l'histoire de la structuration de nos sociétés. Autour des questions criminelles, on peut aussi dégager des règles communes, on peut aussi développer un appareil d'État, développer des forces de l'ordre qui vont essayer de contrecarrer ces phénomènes-là. C'est aussi l'affirmation de l'État qui va sanctionner au nom du collectif et remplacer la vengeance privée. Donc on élabore aussi une société à partir de ces questions criminelles-là. Ça engendre aussi des questions sur la motivation de la loi, comment on va punir, qu'est-ce qu'on va chercher à faire. Donc il y a des questions fondamentales pour l'avenir de nos sociétés qui sont posées à partir de l'étude du crime, d'où l'intérêt, encore une fois, de s'y intéresser. C'est à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je crois qu'il y a un micro. J'en vois une. Allez, on fait par exemple 3 questions, et comme ça après, et puis ensuite il y aura une autre salle. Il nous reste un quart d'heure. Mais justement, Pardon. Bonjour. Bonjour.
Vous nous avez parlé du remplacement de la drogue de culture par la drogue de synthèse. Et comme il n'y a pas eu de réponse, je vous pose la question. On voulait qu'on revienne sur la drogue de synthèse et à quel point c'est un point de bascule. Voilà. Deuxième question. Allez-y, monsieur. Et puis après, je vois des mains par là. Parler fort. Non, juste, j'avais deux questions. La première question concerne un peu, en vous écoutant, j'ai du mal à apprécier un peu l'internationalisation de la chaîne de valeur au niveau de la production, de la vente de drogue, et puis des activités criminelles en général. Est-ce que vous pourriez nous donner des indications? Et puis sur ce que vous avez dit, très intéressant, là, sur le port de Rotterdam, là, que c'était pas leur problème s'il y avait des conteneurs bourrés de drogue. Il y a quelque chose que je comprends pas bien. Il y a des nouveaux outils style l'intelligence artificielle, machine learning et toutes ces nouvelles méthodes. Pourquoi on mobilise pas ça pour justement faire des prévisions assez fiables sur le contenu des conteneurs sans tous les ouvrir? Voilà. Merci. De l'autre côté de la salle. Il y a deux mains, les deux personnes qui lèvent la main. Merci pour vos interventions. J'avais lu un de vos ouvrages, Clotilde Champérage, sur les mafias, et je me demande comment on enquête aussi précisément sur des terrains aussi cachés. En tant qu'économiste, vous voulez dire? Oui. Et aussi, il me semble que le travail va au-delà de l'économie parce qu'il montre les organisations et comment on les dévoile. Ok, les enquêtes. Il y avait une autre main, et puis je vais passer la parole à Jean-Pierre Filiu et Clotilde Champérage. Moi, j'avais une question sur la piste de la légalisation, puisqu'il n'y a pas de criminalité sans prohibition. Est-ce que légaliser est un moyen de diminuer la taille de ces marchés? La légalisation de toutes les drogues ou du cannabis? On est sur le cannabis, là. Non. De toutes les drogues. Ok. Ah, mais... Allez-y, pardon. Non, mais ça m'intéresse. Et la prostitution aussi. D'accord. C'est une question qui se pose à partir du moment où on n'arrive pas à résoudre le problème. Allez-y, comme ça, on aura fait le tour, allez-y. Ça fait beaucoup, hein, mais allez-y. Monsieur. Vu l'importance de la logistique dans le transport, est-ce que c'est pertinent de vendre des infrastructures comme des ports, le Pirée ou des aéroports? Comment vous expliquez qu'aujourd'hui on continue de vendre des structures aussi fondamentales? Ouais, tout ça, hein. Alors, il y a en effet, Jean-Pierre Filiu a raison, il y a beaucoup de questions pour Clotilde Champérage là-dedans. Jean-Pierre Filiu, la question qui vous concerne, allez-y, comme ça après, elle aura le micro pour vous. Enfin, qui me concerne. Oui, donc j'ai sans doute pas été assez explicite, donc je reprends. Une drogue de culture se produit à partir d'une culture. Ça peut être la culture donc du cannabis qui produit le hashish, ou ça peut être la culture du pavot qui produit de l'opium, qui lui-même peut être raffiné en morphine et en héroïne. Donc ça, c'était pour la région où je travaille, qui est le Moyen-Orient, les deux stupéfiants fondamentaux au cours des siècles. Or, on voit que tout récemment, à l'échelle de l'historien, c'est-à-dire au cours des 10 ou 20 dernières années, se développent les drogues de synthèse. Donc d'abord les cristaux de méthamphétamine, crystal meth, qu'on appelle chiché en Iran. Donc en Iran, on a effectivement des millions de toxicomanes. La majorité des toxicomanes le sont d'ores et déjà par des drogues de synthèse. Si vous voyez la loi de Téhéran, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. C'est improprement traduit par crack. En fait, c'est de la méthamphétamine. Donc ça veut dire qu'on a des ateliers, c'est-à-dire qu'on réduit les coûts de production à minima et on s'abstrait, j'insiste, parce que là, on est tout à fait dans la logique du capitalisme mondialisé. On s'abstrait du cycle des saisons et
de la réalité des producteurs. Et donc apparemment, c'est très difficile d'y voir clair dans le régime taliban du fait de sa nature non seulement obscurantiste mais totalitaire, mais ils seraient eux-mêmes en train de passer le pas pour devenir plutôt des producteurs de méthamphétamine que des producteurs d'opium et donc d'héroïne. Merci. Et donc, les grosses questions pour Clotilde Champérache. Il y a la première qui est comment on enquête. Je voulais juste pour les produits de synthèse, on n'en est pas encore au remplacement. C'est-à-dire que c'est des produits qui viennent en plus avec une possibilité de produire n'importe où ces drogues de synthèse, y compris dans un garage. On a déjà des laboratoires qui ont été démantelés, notamment aux Pays-Bas. Avec une grosse problématique qui rejoint celle des ports, celle des précurseurs chimiques qui sont nécessaires et qui ne sont pas tous clairement identifiés, listés ou qui peuvent avoir une utilisation légale comme une utilisation illégale. Donc, les précurseurs chimiques ? Oui, qui servent à produire ces drogues de synthèse. Les principes, oui. Ok. Clotilde Champérache, comment on enquête sur l'économie du crime ? Précisément, ma spécialité, ce sont les mafias, donc je travaille avec l'Italie. Il faut savoir qu'en Italie, on a une tradition de communication sur les affaires criminelles que l'on n'a malheureusement pas en France. En France, il existe le CIRASCO, qui est un service d'information et d'analyse sur le crime organisé, qui produit tous les ans un rapport qui est communiqué à certains journalistes, mais jamais aux chercheurs. Donc on a une vraie problématique là-dessus. En Italie, vous avez la direction d'enquête anti-mafia qui publie 2 fois par an en accès libre sur son site internet des rapports de 500 pages avec une cartographie. Et quand je dis cartographie, il y a vraiment des cartes qui sont réalisées, la synthèse de toutes les enquêtes en cours sur le semestre sur des affaires de mafia. Ils font les 3 grandes mafias et puis ils s'intéressent aussi à d'autres formes de criminalité organisée sur le territoire italien. Et puis il y a toujours un focus sur un point particulier. Donc il y a toutes ces informations-là. Ce qu'on trouve aussi relativement facilement sur Internet, c'est des sentences de procès anti-mafia avec les motivations. Donc ça, c'est une source d'information énorme. Et puis, il y a une littérature aussi qui existe. Donc, il y a une coopération plus facile entre les forces de lutte contre la mafia et les chercheurs que j'aimerais voir se reproduire aussi en France. Je vous interromps. En tant qu'historien, comment on travaille ? En tant qu'historien, enfin, quand on est historien avec ma méthode, on est empirique, c'est-à-dire qu'on prend tout ce qu'on trouve. Mais moi, je travaille sur sources ouvertes. Mais les sources ouvertes, il y en a énormément. Donc, à partir du moment où on sait où fouiner. Voilà. Il faut parler arabe. Il faut mieux, oui, si on travaille sur cette zone-là. Mais voilà, même sur la Perse, l'Iran ou l'Afghanistan ou la Turquie, on a beaucoup de choses parce que voilà. Ça génère à la fois de l'intérêt, du conflit, donc de la littérature, et pas uniquement de la littérature judiciaire. Clotilde Champérache, 2 ou 3 autres questions sur l'internationalisation de la chaîne de valeur, et puis ces ports, la grande question des ports. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire mieux alors qu'on a l'intelligence artificielle pour détecter la drogue dans les oranges et les bananes ? Et est-ce qu'on a raison de laisser partir certains ports entre des mains étrangères ? Alors, sur l'internationalisation, c'est un mouvement global, c'est-à-dire que l'économie légale s'est internationalisée, l'économie illégale aussi. Donc, les facilités dans la circulation des marchandises, des personnes et des capitaux, elles ont aussi profité aux criminels. Donc, il y a eu une logique normale, d'autant plus quand on est sur des trafics avec une localisation de la matière première. Pour les drogues végétales, c'est le cas. Le trafic d'êtres humains, c'est aussi généralement le cas. Mais on va avoir des répercussions aussi sur d'autres trafics. Le trafic de déchets, il peut être interne à un pays, mais aussi internationalisé. Là aussi, on va jouer sur les législations, sur des pays qui sont moins regardants que d'autres. Par exemple, on va faire circuler des déchets en faisant croire que c'est de la seconde main. Donc, vous avez tous ces trafics qui se font avec la complicité de certains États. L'Inde, par exemple, s'est spécialisée sur le retraitement des déchets avec une filière d'excellence dans la sphère légale, mais aussi tout autour une filière où on va rejeter les déchets dans l'environnement sans aucun traitement. Et l'Inde le sait, qu'il y a aussi cette infiltration criminelle dans le secteur, mais elle dit c'est de l'emploi, c'est un secteur d'avenir, donc tant pis pour les risques collatéraux. Une autre activité illégale qui s'est fortement mondialisée, c'est la contrefaçon.
Vous avez une explosion de la contrefaçon qui est passée du stade artisanal à l'usine de contrefaçon. Et ça aussi, ça circule à l'échelle mondiale avec des systèmes qu'on retrouve parfois aussi dans le trafic d'armes. C'est le système des pièces détachées. Pour contrer le contrôle, vous allez envoyer l'arme, vous la démontez, vous envoyez une partie de l'arme dans un conteneur et puis d'autres parties sur d'autres porte-containers. Donc, pour les douaniers, c'est extrêmement compliqué d'identifier que c'est le morceau d'une arme qui va être reconstitué à destination finale. Contrefaçon, c'est pareil. Vous allez envoyer, par exemple, la cargaison de robes d'un côté, et puis les étiquettes portant Christian Dior de l'autre. Et tant que c'est pas assemblé, vous pouvez pas vraiment saisir les robes. Et c'est à destination, encore une fois, qu'on assemble. Pour les médicaments contrefaits, c'est pareil. Là aussi, c'est un effet de la mondialisation. Les médicaments, on a délocalisé la production, notamment en Inde et en Chine. La Chine, c'est les triades. La Chine, c'est l'illégalité diffuse. Une grande partie des médicaments contrefaits sont faits en Chine et ils arrivent un peu partout. Et là aussi, on peut envoyer les emballages d'un côté, les gélules de l'autre, etc. pour, encore une fois, rendre la traçabilité complexe. Vous avez aussi une pratique des ruptures de charge qui est instrumentalisée par les criminels. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller directement d'un point A à un point B, ils vont transiter par des ports de complaisance où on va changer l'étiquetage parce que on contrôle plus les porte-containers issus de telle destination. On change le bon de livraison pour faire croire que en réalité la marchandise vient d'un autre pays. Pareil, on disait la drogue cachée dans les oranges. Là, c'est dans les bananes pour l'Amérique du Sud. C'est dans tout ce qui est aussi produits surgelés, parce que les contrôles sur les produits surgelés, c'est perte de la marchandise. Donc, on va mettre la drogue là-dedans. Et les ports, alors ? Alors les ports, il y a un côté efficience économique, calcul coût-bénéfice, ça coûte cher de faire des contrôles, c'est immobiliser le conteneur, c'est briser cette logique du 6 containers pris en charge toutes les 6 secondes, c'est mobiliser des hommes, des moyens, donc on manque singulièrement de moyens. Encore une fois, c'est un choix économique et politique, il faudrait pouvoir donner plus de moyens, notamment aux douaniers, sachant qu'on a des outils nouveaux, l'intelligence artificielle aussi, mais face à nous, on a des acteurs criminels qui sont extrêmement intelligents et pragmatiques. On a les containers qui ont des codes, des QR codes. On sait que les criminels ont réussi à en détourner. Ils arrivent toujours à créer de nouvelles méthodes. Ce qui marche bien, c'est les scanners mobiles, mais il faut en avoir. Et encore une fois, on ne peut pas tout contrôler. Donc, ce qui compte aussi beaucoup, c'est le renseignement humain, c'est-à-dire la petite voix qui va dire « Attention, regardez ce qui se passe là ». Et puis, je voudrais quand même ajouter qu'il y a la question de la corruption, qui est très importante. Une corruption qui est d'autant plus problématique, elle rejoint les problèmes d'éthique. Les dockers sont plutôt très bien payés et certains ont accepté l'argent du crime en croyant parfois faire une opération et se retirer du jeu. Non, on ne se retire pas du jeu quand on est face à des criminels. Donc on rentre dans une toile d'araignée. Apparemment, actuellement, la corruption, elle passe aussi beaucoup par la violence. Donc là, c'est beaucoup plus difficile de condamner les personnes. Ouais, il nous reste plus de temps et j'ai encore 2 questions. Donc je les pose comme ça à la volée. Jean-Pierre Filu, Clotilde Jean-Perrache. Est-ce que c'est du coup une bonne idée de céder des ports à des ports européens à des mains étrangères ? Et la question extrêmement large de est-ce qu'il faudrait légaliser, vu qu'on n'arrive pas, vu que cette économie du crime, est-ce qu'il faudrait la légaliser, vu qu'on n'arrive pas à l'éradiquer ? Les deux ? Vous déléguez les deux ? Non, moi je veux bien, mais je répondrai que sur la légalisation. Alors allez-y sur la légalisation, je vous en prie. Et je rappellerai juste qu'il y a eu 2 prohibitions qui ont marché dans l'histoire, à ma connaissance. C'est celle du Mollah Omar en Afghanistan. Je ne sais pas si le régime taliban nous fait vraiment rêver. Et c'est celle de Mao Tse-tung en Chine, qui arrive dans un pays qui est à l'époque le plus camé de la Terre. Et 2 ans après, c'est réglé. Voilà. Sur la légalisation. Le port ? Pour les ports, il vaudrait mieux de ne pas les vendre. Voilà. Effectivement, c'est une question de souveraineté. Pour la légalisation, moi j'ai un avis très différent. Légaliser, ça n'est pas libéraliser.
Légaliser, c'est encadrer la vente de ces biens et services. Donc, il y aura toujours un marché parallèle qui va se développer. En plus, avec la problématique spécifiquement du cannabis, le cannabis n'est à l'heure actuelle plus du tout une drogue légère. Les taux de THC ont flambé. Donc, ça a des impacts sur la société. Si on interdit certaines consommations, c'est parce qu'il y a des effets collatéraux qui sont lourds et qui donnent un sens à l'État aussi. Encore une fois, l'État, c'est celui qui prend des décisions pour dire ça, c'est collectivement pas acceptable d'autoriser ces consommations-là. Donc, légaliser ne résoudra pas le problème. Et pour la prostitution, il y a bien 80% de la prostitution qui est de la prostitution forcée. C'est pas de la prostitution d'auto-entrepreneuriat. Ce sont des femmes que l'on prostitue. Donc, c'est du viol. Donc, ça, c'est extrêmement problématique de dire qu'on peut légaliser cette activité-là. Désolée. Merci à Clotilde Champérache et Jean-Pierre Filu. Nous vous souhaitons